Donc, je m'appelle Pierre Berlioz, je suis professeur d'université, professeur en droit privé à l'université Paris-Descartes. Enfin, maintenant, on s'appelle l'université de Paris. On a changé de nom depuis peu, puisqu'on a fusionné Paris 5, Paris 7. Donc, maintenant, on s'appelle l'université de Paris. Et je suis professeur à la faculté de droit de l'université de droit économie-gestion de l'université de Paris, qui se situe à Malakoff. Et je suis aussi directeur de l'école de formation professionnelle des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire l'école des avocats de la Cour d'appel de Paris, plus grande école de France. Il y a 11 écoles d'avocats en France métropolitaine, 11 écoles qui forment les élèves avocats. Et moi, je forme, enfin l'école forme la moitié des élèves avocats de France, à peu près. Un tout petit peu plus, 54% des élèves avocats de France, ce qui représente environ 1800 élèves avocats par an. Moi, l'école, c'est un parcours qui est en fait au gré des opportunités finalement, et c'est souvent comme ça que les choses se font en fonction des hasards de la vie presque, en tout cas des circonstances de la vie, puisque je suis arrivé là par une rencontre avec le bâtonnier de Paris, le précédent bâtonnier de Paris, Marie-Aimée Peyron, que j'ai rencontré dans une autre fonction, puisque j'étais auparavant conseiller du ministre de la Justice. Et c'est dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai rencontré Marie-Aimée Peyron, on a discuté, et quand mes fonctions se sont terminées, ou en tout cas un petit peu après, elle est venue me voir pour me demander si j'accepterais de prendre la direction de l'école, puisqu'on avait beaucoup parlé formation lorsqu'on s'était rencontrés. Et donc, comme on avait des vues plutôt convergentes, elle m'a proposé ce poste et que j'ai accepté avec plaisir, parce que c'est d'une certaine manière la continuité de mon activité à l'université. Ça me permet de suivre les étudiants depuis leur entrée dans les études de droit jusqu'à la sortie. Et ça me permet de voir l'intégralité du parcours, ce qui est très intéressant pour réfléchir à la formation, à son adaptation ou pas aux enjeux actuels, et ils sont nombreux. Les valeurs fondamentales, c'est justement d'être capable de s'adapter. D'être capable de s'adapter parce que le monde va très vite. C'est une banalité de le dire, mais c'est une réalité. Le monde va très vite, il change beaucoup, tout le temps. Ce qui est perturbant d'ailleurs pour nous tous, parce qu'on a du mal à voir où il va. Il prend des directions parfois un petit peu imprévisibles, ou en tout cas surprenantes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui. Et donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir anticiper et surtout réagir, rebondir. Et aujourd'hui, on n'entre plus dans une carrière comme on entrait avant, avec une perspective de long terme, de se dire, ben voilà, j'ai un poste, je vais gravir le cas échéant des échelons, mais j'ai une carrière qui est relativement linéaire. Au contraire, aujourd'hui, une carrière, c'est un petit peu pas forcément en zigzag, mais presque, et il faut savoir, un peu comme sur un pas japonais, vous savez, quand on a ces pierres qui sont posées et on passe de pierre en pierre, c'est un petit peu ça en fait. Il faut savoir sauter d'un rocher à un autre, être capable de savoir saisir les opportunités, de s'adapter tout le temps. Et ça, pour moi, c'est la base de l'enseignement aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'être capable de s'adapter, on a besoin d'être capable de rebondir le cas échéant pour finalement aller toujours plus haut. Et ça, je pense que c'est la qualité essentielle qu'il faut avoir aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à enseigner aux étudiants à l'université, aux élèves dans les écoles. C'est moins... Aujourd'hui, on n'apprend plus vraiment des connaissances en réalité. Les connaissances, elles sont partout, elles sont sur le net, elles sont dans les livres aussi, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier, mais elles sont partout. Elles sont partout, elles sont accessibles. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est savoir les utiliser, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et les utiliser pour être capable d'évoluer, de changer, de se transformer, de s'adapter. Comme le monde se transforme, il faut aussi qu'on soit tous capables de se transformer. Ce qui est difficile,
parce que ça veut dire qu'il faut être relativement autonome, il faut se prendre en main, c'est pas toujours évident, mais c'est ça qu'il faut savoir faire, surtout dans des métiers comme ceux qui sont les métiers du droit, où là aussi, enfin, tout change très vite en permanence, et ça, il faut y arriver, et donc il faut développer cette capacité d'adaptation. C'est fondamental. C'est fondamental. Vous savez, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a, de ce point de vue-là, enseigné ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui, malheureusement, est disparu trop tôt. C'était le préfet Erignac. Donc, vous savez dans quelles conditions il a disparu. Et j'ai fait un stage avec lui quand j'étais en fin de licence. Et il m'avait pris un jour dans son bureau et il m'avait dit bon, Berlioz, ça suffit, vous passez votre temps dans votre bureau là à gratter du papier, à lire vos bouquins, c'est pas ça la vie. La vie c'est la sueur, la vie c'est l'effort, la vie c'est les gens, et donc sortez, ouvrez vos fenêtres, sortez de votre bureau et allez voir les gens, allez voir la vraie vie, et confrontez-vous à ça, et confrontez-vous à la vraie vie, parce que c'est ça qui importe. Le reste, on s'en moque. Et moi, ça m'a frappé, parce que il m'a mis une claque, en fait, en me disant ça. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de perpétuer ça, et donc de faire en sorte que les écoles, enfin l'école, les étudiants, les élèves s'ouvrent à la réalité de la vie, parce que je pense que c'est l'un des problèmes que rencontrent un certain nombre d'avocats, c'est qu'ils sont très isolés dans leur cabinet, ils sont très isolés dans leur bureau, et ils n'ont pas ce contact avec forcément le client, ou en tout cas pas assez. Évidemment, ils les reçoivent, mais il faut davantage aller vers son public, vers les gens, pour les entendre, pour savoir les écouter, pour les comprendre, et ensuite aussi savoir se faire comprendre. Et ça, c'est très difficile, c'est presque ce qui est le plus compliqué. Et on le voit pour beaucoup de professions. On connaît le cliché du médecin super professionnel techniquement, mais d'une froideur terrible, et qui fait que finalement les soins qu'il va prodiguer ne seront pas efficaces, parce que le patient ne comprendra pas, sera terrorisé le cas échéant, sera pas accompagné. Et ça, c'est pareil pour l'avocat, c'est pareil pour le juriste. Le droit, c'est un monstre froid pour la plupart des gens, ça fait peur, les tribunaux font peur, le droit de manière générale fait peur. On a cette vision presque, là encore, un peu comme le médecin. Moi, je vais voir l'avocat notamment quand il m'arrive un ennui. Et donc, on a cette image-là, alors qu'en réalité, le droit est partout, il est là à chaque moment de notre vie. Quand vous êtes venus me voir ensemble, on a fait un contrat, en fait. J'ai donné mon accord à votre proposition, et on a fait un contrat à titre gratuit, mais c'est pas un contrat, ça a toutes les formes. On fait des donations, on fait des choses, on fait du droit tout le temps quasiment. Et donc, pour bien le faire et pour pas avoir de soucis ensuite, on a besoin de juristes. Et on a besoin de juristes en fait à tout moment. Et ça, c'est quelque chose que nos compatriotes, nos concitoyens n'ont pas vraiment en tête, parce qu'on voit le droit comme quelque chose qui est juste lié à des problèmes, à des conflits, à des tensions, à des moments de difficulté. Alors qu'en réalité, le droit, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Et donc, on a besoin de juristes à tout moment, justement pour que ça fonctionne parfaitement bien et qu'on puisse bien vivre ensemble tous à tout moment. Et donc, mais pour ça, il faut qu'on soit capable, nous, d'expliquer bien les choses et de faire, d'accompagner les gens, leur donnant les bons conseils comme il faut, et adapter à leur vie, adapter à la vie des gens, à la vie des entreprises, à la vie de tout le monde en fait. Et ça, il faut qu'on arrive davantage à le développer. On n'a pas cette culture-là en France. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on voit le droit comme un moment de conflit, alors que le droit, c'est un apaisement. Et donc, c'est l'huile dans les rouages. C'est l'huile dans les relations sociales. Et donc, nous, on est là un peu comme l'image ancienne, vous savez, du mécanicien qui met de l'huile dans la locomotive. En fait, le juriste, c'est ça.
Et c'est génial comme boulot. Et ça, bah, il faut qu'on l'explique davantage. Il faut aussi que nos compatriotes le sachent, parce que bah, comme ça, ils feront davantage appel aux juristes. Et justement, ça permet d'éviter un certain nombre de difficultés et de conflits. Donc, on y a tous intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit au contact en permanence de la vie, parce que c'est comme ça aussi qu'on voit où sont les besoins de droit et comment on peut y répondre. Le message, il est évident, c'est si vous avez un rêve, faites tout pour l'accomplir. Il ne faut pas se mettre de barrières. Il y en a déjà suffisamment qui se dressent face à nous, elles sont nombreuses, et il faut arriver à les faire tomber, mais alors surtout pas s'en mettre. C'est trop dommage. C'est trop dommage, et tous les outils sont là pour permettre à chacun de vivre son rêve. Moi, je suis enseignant, et on est là pour permettre aux jeunes d'accomplir leurs rêves. Et s'ils ont envie, ils peuvent. On arrive, quand on a la volonté, on arrive à faire énormément de choses. Alors, il faut évidemment rencontrer sur son chemin aussi les bonnes personnes, mais justement, les universités, les écoles sont là pour ça, et on est là pour les aider, on est là pour leur permettre d'accomplir leurs rêves. Et donc, il faut que personne ne se mette de barrière, et donc que personne ne se dise « c'est pas pour moi, je n'y arriverai, ça m'est fermé ». Non, 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 ça n'est pas... On met tous nos efforts pour faire en sorte justement que tout le monde puisse y arriver, et donc il ne faut pas se mettre de barrières, et il faut s'informer. Il faut s'informer, il faut être curieux. Il faut aller chercher les informations. Je le disais, l'information elle est disponible. Parfois c'est vrai qu'elle ne vient pas à nous, c'est dommage, elle ne vient pas toujours assez aux gens. Mais elle est disponible en tout cas, elle est là, et donc il faut aller chercher. Encore une fois, il faut être curieux. Et il faut aller vraiment chercher l'information, frapper aux portes, notamment frapper aux portes des universités. Tout le monde y est désireux d'aider, de porter, et donc on donne l'information avec grand plaisir. Et donc il faut vraiment se donner à fond dans son envie, dans son projet. Et dans ces cas-là, on y arrive, on fait des choses extraordinaires. Et c'est l'être humain pour ça. Et je pense que les portraits que vous avez pu recueillir en sont la parfaite démonstration. L'être humain est capable de choses extraordinaires à partir du moment où il le veut. Et s'il y a une chose que je regrette un petit peu chez les étudiants aujourd'hui, c'est une certaine passivité qui est liée à de la peur. C'est vrai que, encore une fois, le monde bouge, les choses changent, les choses évoluent. On est dans un contexte qui est mouvant en permanence, donc qui donne une certaine impression d'instabilité. C'est vrai, c'est mouvant, mais en même temps, ce changement permet de faire plein de choses. Il offre plein d'opportunités parce qu'on n'est pas enfermé dans des cases. Les cartes se rebattent, les métiers évoluent, les choses changent. Et dans ce contexte-là, on peut arriver à sauter en marche dans plein de trains. Juste, il faut... quand on saute en marche dans un train, ça fait un peu peur. Forcément, c'est toujours impressionnant. Mais on peut le faire, et quand on est dedans, hop, on est emporté par ce mouvement. Et donc, voilà, il faut faire ce petit saut de la foi. Mais quand on y croit, on le fait. Et en fait, on y arrive. Hein, ça, j'en suis persuadé. Et donc, l'envie, c'est le meilleur moteur, c'est le plus puissant des moteurs. Et donc il faut l'écouter, il faut se lancer. À quoi je pense quand il y a des moments de difficulté? C'est pas toujours facile. Parfois on a la tête dans le seau, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est coincé, Et je pense justement aux opportunités qui se sont présentées à moi, et je me dis, en réalité, on y arrive quand on donne envie. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire, mais
si ça ne va pas, en réalité, c'est parce que je me dis que ça ne va pas. Si je change cette dynamique et si je change mon état d'esprit et si je suis capable de me forcer et de pousser et de mettre une claque en fait, ben, je vais inverser la vapeur et je vais renverser les choses et en fait, je vais renverser la table. Et la première chose à faire, ben, c'est justement de se dire non, t'enferme pas dans ce cycle-là, casse-le, ça n'est qu'une mauvaise dynamique et tu peux la renverser et ça te permettra de voir les choses différemment et de repartir de l'avant. Et puis mon petit truc, c'est d'aller, mais ça c'est personnel, c'est de regarder le ciel. C'est de voir, et quand il fait, alors parfois il fait gris, mais quand il fait beau, c'est de regarder le ciel, de voir cette espèce d'infini d'une certaine manière et de me dire mais tout est ouvert. Et quand on regarde le ciel, on se dit tout est ouvert, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui m'arrête. Et donc bah, je peux y aller, je peux me lancer, je peux partir, je peux décoller parce que rien ne m'arrête. L'infini est devant moi et donc tout est ouvert. Et là, tout d'un coup, ça rebooste parce que justement, on n'a plus l'impression d'avoir quoi que ce soit qui nous arrête. On peut y aller, on peut se lancer et on peut partir, décoller et aller partout parce que tout est possible. Donc le ciel, regarder le ciel et je dirais pas viser les étoiles, c'est même les étoiles, presque ça enferme. Non, c'est le ciel, c'est cet infini du bleu dans lequel on se dit qu'on peut tout faire en fait. Et voilà, et dans ces cas-là, ça me donne une bouffée d'oxygène, je me mets à respirer à nouveau et quand on respire, on remplit ses poumons et là on est regonflé à bloc. La première fois que j'ai passé l'agrégation, je ne l'ai pas eu. Et quand j'ai vu le président du jury, c'est traditionnel, on a l'explication de pourquoi on ne l'a pas eu. Et quand je l'ai vu, il m'a expliqué que c'était parce que ma thèse n'était pas bonne. Je suis arrivé, il m'a dit « Vous savez pourquoi vous n'avez pas eu l'agrégation ?» Je dis « Bah non, je suis là pour ça. » Et il me dit « Bah, votre thèse n'est pas bonne. » Et donc c'est quelque chose qui est un petit peu dur à entendre. Et j'ai quand même retenté l'agrégation 2 ans après, c'est tous les 2 ans, j'ai retenté l'agrégation. Et juste avant d'avoir ma première épreuve, je rentrais de mon voyage de noces. J'étais allé à Mayotte et je rentrais et je déballe une revue juridique dans laquelle il y a une revue des thèses et je découvre que ma thèse fait l'objet du billet d'un article de l'auteur de cette revue qui se trouvait être aussi un membre du jury d'agrégation par lequel j'allais être jugé. Et donc je prends cette revue et le cœur un peu battant, je commence à lire l'article qui est consacré à ma thèse. Et cet article se conclut par cette phrase qui m'est restée gravée dans la mémoire, que à tous ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus de recherche juridique en France, la thèse de Pierre Berlioz apporte un démenti cinglant. Et c'est pour illustrer la manière dont, en fait, la roue tourne d'une façon totalement inattendue. Et en fait, on va vous dire à un moment, vous allez vous prendre un mur à un moment, et quelque temps après, en fait, tout change, tout peut changer. Et les portes s'ouvrent, vous ne savez pas forcément pourquoi, simplement c'est votre moment qui est venu et bon, ça se fait comme ça, c'est le hasard, et on va vous dire t'es nul et puis après on dira t'es génial. Bon, qui a raison, qui a tort, bon, peu importe en réalité. Mais au final, voilà, les choses se sont bien dénouées pour moi et c'est bon, c'est l'inattendu, et c'est
c'est ce que je disais aussi il y a quelques minutes, c'est aussi se dire la roue tourne. La roue tourne et même quand on peut être au fond du trou, on peut avoir vraiment vivre les pires moments. Il faut toujours se dire, ça n'est qu'un moment, ça n'est qu'un mauvais moment à passer et je peux être vraiment au plus bas et je peux me retrouver au plus haut dans pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut se produire et il faut que je sois capable de saisir ça. Et à ce moment-là, il faut que je sois il faut que je sois là, il faut que je sois prêt à saisir ce moment parce que la fenêtre, elle ne s'ouvre pas forcément 2 fois. Hein. Quand elle s'ouvre, il faut être capable de sauter dedans et d'y aller et de tout casser. Et ça, voilà, il faut avoir cet état d'esprit-là. Et je pense que cet exemple-là l'illustre bien. À un moment on vous dit ça, on vous dit l'inverse après. Bon, il faut juste ne pas baisser les bras quand le mur est là et être capable de démarrer immédiatement quand le mur s'abaisse. Un peu comme dans les jeux vidéo, quand voilà, on attend, on est là, et puis tout d'un coup, hop, c'est le moment, il faut y aller. C'est ça, je pense que c'est le plus important. Oui, on a des rencontres qu'on fait dans sa vie qui marquent. Je l'ai dit, c'est le préfet Erignac qui a été une rencontre extraordinaire, brève, trop brève malheureusement, mais c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Le ministre aussi, auprès de qui j'ai travaillé, qui m'a donné cette opportunité d'aller d'avoir cette expérience, d'aller dans ce contexte qui est quand même tout à fait extraordinaire. Jean-Jacques Urvoas aussi, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie professionnelle. Donc ça, ce sont deux rencontres extraordinaires de personnes qui ont vraiment marqué ma vie. Et puis bien sûr la famille, hein, c'est toujours c'est essentiel. On se construit aussi sur les gens qu'on aime, avec les gens qu'on aime. Et notamment, je vis avec une personne extraordinaire et c'est un moteur permanent. Et puis il y a aussi une chose qui est fantastique, c'est un enfant. Quand on a un enfant, moi j'ai une fille, elle a 10 ans, et voir grandir son enfant, avoir cet être qui évolue, qui devient progressivement une personne, c'est aussi quelque chose qui donne énormément d'énergie, qui donne l'envie d'avancer, de se dépasser, parce que on transmet, on fait la plus belle chose qui soit, qui est de permettre à un être de devenir quelqu'un et de vivre ensuite sa vie en espérant le meilleur. Et ça, je pense que c'est l'aventure la plus extraordinaire qui puisse être vécue. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, et c'est l'extraordinaire du quotidien, et ça c'est ce qu'il y a de plus fantastique finalement, je pense, dans la vie.